des négociations climatiques et environnementales au ministère des Affaires étrangères, et donc impliqué dans l'équipe de négociation de la COP21. D'accord, merci beaucoup. Euh, Quentin Perrier, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Donc, Quentin Perrier, moi je travaille à l'Institut de l'économie pour le climat, ou I4CE, on l'appelle aussi parfois. Et donc je suis chercheur là-bas, c'est un think tank ou voilà, un institut de recherche qui s'intéresse à toutes les transitions bas carbone, les politiques de transition bas carbone d'un point de vue économique. Et avant ça, dans ma vie précédente, j'étais chercheur académique au CIRED et à l'IPSL, et j'ai notamment travaillé sur les questions du rapport 1.5 du GIEC. D'accord. Armel Lecomte? Oui, bonsoir tout le monde. Donc, moi, c'est Armelle Lecomte et je suis responsable du plaidoyer climat et énergie à Oxfam France. Ça fait 6 ans que je suis à Oxfam France. J'avais été recrutée 1 an avant la COP 21, justement pour travailler sur la COP 21 et ce futur accord de Paris. Et avant de rejoindre Oxfam, j'ai travaillé plusieurs années en Angleterre, déjà dans le secteur associatif, d'abord sur les enjeux des droits des enfants et ensuite plutôt sur les enjeux environnementaux et climatiques. D'accord, merci à tous. Alors, juste pour répéter vraiment à notre audience, pour ceux qui viennent d'arriver, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la fonction chat ou QR au fur et à mesure, on y répondra à la fin. Sur ce, je vous propose de commencer, à entrer dans le vif du sujet. Alors, ce soir, on va parler de l'accord de Paris. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dresser le bilan de ces 5 ans de signature. Alors, c'est depuis le 12 décembre 2015, date très précise, lors de la conférence de Paris sur les changements climatiques, ou COP21, dont Armel Lecomte a parlé juste à l'instant. Alors, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec cet accord, l'image, en fait, se dressera au fur et à mesure du webinaire. On comprendra mieux ce que c'est. Mais j'aimerais quand même commencer par expliquer brièvement en quelques points ce que c'est ce fameux accord de Paris. Alors, évidemment, on peut entendre dans son nom que c'est un accord. C'est en fait un accord entre un peu plus de 190 pays qui pose des engagements collectifs de résultats de notre lutte contre le changement climatique. Alors, c'est donc la communauté internationale en fait qui présente ces objectifs et c'est complété par une méthodologie qui permet de répartir ces objectifs entre les différents États de manière juste. Et il y a aussi une méthodologie qui assure que les États fassent rapport périodiquement et restent transparents sur leurs actions. Donc ça, c'est vraiment les grandes lignes, mais c'est un accord très complet. Enfin, c'est un grand accord, en fait, dont on va vraiment parler. Et pour commencer, j'aimerais vous demander, Monsieur Fantan, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du contexte dans lequel l'accord de Paris s'inscrit, dans lequel il a été signé, quels étaient les objectifs et engagements généraux de l'accord, et on s'intéresse aussi notamment à la France. Tout ça en 3 heures. Je vais en tout cas, je vais ouvrir le sujet, puis je ne suis pas certain de pouvoir tout couvrir en aussi peu de temps, parce que c'est extrêmement large, mais ensuite dans la discussion, j'imagine qu'on aura l'occasion de revenir sur ces points. En fait, en termes de contexte, en 2015, en fait, quand on s'approche de la négociation de l'accord de Paris pour la COP21, pour la conférence des parties des États membres de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc, c'est ce qu'on appelle les COP. Il y en a une tous les ans. Je dirais qu'il y a un double contexte. Il y a d'abord un contexte d'échec, et puis il y a un contexte de mobilisation. Le contexte d'échec, c'est que en fait, le régime climatique international est structuré par le protocole de Kyoto, donc qui a été négocié à la fin des années 90, au début des années 2000, qui donnait des objectifs de réduction des émissions aux pays développés. Et ce protocole de Kyoto, en fait, il était abordé dès le départ, parce que très rapidement, avant même son entrée en vigueur, les États-Unis en sont sortis, parce que c'était concomitant avec l'élection de Bush fils, qui n'était pas un grand progressiste du climat, lui non plus. Et donc, les États-Unis en sont sortis avant même le début, donc ça a un peu plombé l'ambiance. Et au moment où le Canada allait être sanctionné parce qu'il ne respectait pas ses engagements, eh ben, les Canadiens sont sortis aussi pour ne pas être sanctionnés. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur la notion de contrainte d'accord contraignant.
Et donc, à Copenhague, en 2009, on devait négocier la suite de Kyoto. Qu'est-ce qui allait remplacer Kyoto qui ne marchait pas très bien? Surtout qu'entre-temps, il y avait des grands États qui avaient émergé, comme la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, qui polluaient de plus en plus et pour lequel les pays développés disaient, mais attendez, il n'y a pas que nous qui vont faire des efforts, même si on a bien pollué la planète depuis quelques décennies. Et à Copenhague, c'était un échec, en fait, cette négociation pour se substituer à Kyoto. Et c'était un échec et un peu un traumatisme aussi, pour des tas de raisons sur lesquelles je reviendrai pas ici, mais grosso modo, il y a eu un mauvais calcul de la part de la présidence danoise de la COP à l'époque, et une espèce de superbe des pays développés qui ont pensé qu'ils pourraient imposer un petit peu leur vue. La Chine n'a pas voulu s'engager. Enfin bref, tout s'est mal passé et tout le monde en a été traumatisé. Donc les années qui ont suivi Copenhague, le début des années 2010, il a fallu ramasser les morceaux et trouver un nouvel engagement qui permettent de parvenir à un accord et de succéder à Kyoto. Donc on était vraiment dans cette ambiance et dans cette tension dans les années qui précédaient Paris, en se disant est-ce qu'on va pouvoir parvenir à surmonter ce traumatisme et cet échec un peu fondateur des négociations climatiques. Et le constat d'échec, c'est aussi le constat d'échec de la réalité, c'est-à-dire qu'on voit, et ça je pense que Quentin va revenir dessus plus tard, mais la science nous informe très clairement qu'on va dans le mur et que voilà, on n'a pas réussi à agir contre le changement climatique. Et donc c'est aussi un contexte de mobilisation. Alors il y a cette mobilisation scientifique, mais je ne m'étends pas dessus. Il y a aussi une mobilisation des milieux économiques qui commencent à réagir en 2014, 2015, avec, on voit déjà tout simplement le prix des renouvelables à l'installation passe en dessous du prix des charbons. C'est un croisement historique en 2014. Il y a déjà des portefeuilles qui commencent à se décarboniser. Il y a une mobilisation des opinions publiques aussi, avec une demande de plus en plus forte, notamment de la jeunesse, relayée par les ONG, mais pas seulement. Il y a quand même quelques grandes manifestations mondiales assez fortes sur le climat. Et aussi, il y a une mobilisation finalement des États. Quand on arrive à Paris en 2015, les États se sont bougés un petit peu contre toute attente et ont commencé à faire ce qu'on appelait les contributions prévues à l'accord, c'est-à-dire comment ils allaient s'engager dans les efforts climatiques. Et quand on arrive en fait à la veille de l'approbation de l'accord de Paris, le 11 décembre, on a 185 États qui ont remis leur plan climat, qui sont plus ou moins ambitieux, plus ou moins sophistiqués, mais tout le monde marque la volonté de participer à l'effort. Et donc, on a ce contexte de mobilisation de tous côtés et qui conjugue un peu la raison des scientifiques, l'intérêt des milieux économiques, l'émotion des opinions et puis le consensus politique des États dont on avait besoin pour cimenter tout ça. Et donc, voilà, c'est pour ça que je pense qu'on a cet alignement de planètes. Pour plein d'autres raisons aussi, parce qu'il y a un accord entre les États-Unis et Chine qui sont d'accord pour remédier à cette question. Il y a vraiment un ensemble de facteurs. Je pense que j'aurais du mal à les couvrir tous ce soir. Mais voilà, ce qui fait qu'en 2015, on a un bon moment qui fait que voilà, on a abouti à un accord. Merci beaucoup. Je pense qu'effectivement là, ce qui ressort, c'est vraiment le mot accord, comme le nom l'indique. C'est un accord pour lutter contre le changement climatique. Et c'est un vrai problème dont on est heureux qu'il y a de plus en plus de mobilisation contre. J'aimerais rentrer un peu plus dans les détails en fait de ce changement climatique, d'en parler un peu plus. Donc, Armelle Lecomte, est-ce que vous pourriez nous dire concrètement quels sont les impacts du réchauffement climatique, notamment ce qu'on voit déjà aujourd'hui et ce qu'on prévoit aussi pour l'avenir? Oui, merci Miali. Et, oui, effectivement, c'est sur la réalité des changements climatiques. Et c'est quelque chose qui déjà était assez visible en fait au moment de la COP 21 en 2015. Et donc, ça participait, comme le rappelait Olivier Fontan, au contexte général. C'est la science avait continué de progresser et donc tout ce qu'on pouvait entendre sur les climato-sceptiques était de moins en moins finalement audible, à part notamment aux États-Unis. On pourra y revenir, je pense, plus tard. Et finalement, depuis 2015, les impacts n'ont
n'ont fait que s'intensifier, se multiplier et sont aussi devenus une réalité pour les habitants des pays développés, ce qui n'était pas forcément le cas encore il y a une dizaine d'années. Et ça aussi, ça participe à la prise de conscience des citoyens, y compris en France. Et effectivement, depuis 5 ans, ces impacts, malheureusement, se sont multipliés. La planète, en fait, depuis la période pré-industrielle, s'est déjà réchauffée de plus d'1 degré. Et donc, la planète, en fait, est déjà en surchauffe. Et malheureusement, les 5 dernières années ont été les années les plus chaudes jamais enregistrées. Et on sait déjà que 2020 ne fera pas exception. Le mois de novembre qui vient de se terminer est déjà le mois le plus chaud jamais enregistré sur la planète. Et donc, ces impacts, comme je disais, ils se sont intensifiés et multipliés, que ce soit des sécheresses, des records de chaleur en Europe, mais aussi en Inde. On a assisté à des inondations dévastatrices au Niger, en Chine, des cyclones aussi qui sont de plus en plus dévastateurs, si bien que des instituts réfléchissent par exemple à créer une catégorie 6 pour des ouragans, tellement l'intensité est même plus que le maximum qui est prévu jusqu'à maintenant, et touche aussi bien des pays d'Afrique ou aussi les États-Unis. Et une étude de l'ONU d'octobre dernier montrait que le dérèglement du climat, c'est la principale cause du doublement des catastrophes naturelles ces 20 dernières années. Et malheureusement, le changement climatique, c'est aussi l'une des premières causes de la progression de la faim dans le monde. Il faut rappeler qu'une personne sur 9 dans le monde ne mange pas à sa faim. Et c'est d'ailleurs pour ça que Oxfam France, Oxfam, la confédération Oxfam, s'est engagée au départ sur cet enjeu du climat en raison de l'impact sur la faim, sur l'agriculture et l'impact sur les agriculteurs et notamment les agricultrices. C'est ça au départ qui nous a fait nous engager finalement sur ce sujet. Et effectivement, depuis une dizaine d'années, la faim reculait. Depuis les années 2005 environ. Et malheureusement, depuis plusieurs années, on assiste à une progression de la faim. On assiste aussi à des déplacements de population. Ces déplacements, ils ont bondi de 30% ces dernières années. Et forcément, tous ces impacts ont un coût économique faramineux pour les pays. Et c'est pour des pays qui sont... en fait, le changement climatique, c'est vraiment l'ultime injustice. C'est-à-dire que les pays qui sont les moins responsables de la crise climatique actuelle sont aujourd'hui en première ligne de ces impacts. Et donc, si personne n'est à l'abri, aussi bien dans les pays riches que dans les pays développés, ce sont les populations, les communautés les plus pauvres et marginalisées qui sont aujourd'hui les plus touchées. Et pour donner un exemple, en 2019, le Mozambique avait subi coup sur coup 2 cyclones dévastateurs et avait donc subi des pertes qui équivalaient à environ la moitié de son budget annuel. Sachant que c'est un pays qui a déjà des difficultés à faire face à ses dépenses dans l'éducation, dans la santé, dans les services essentiels. Et donc, ce que l'on craint, c'est que les progrès qui ont pu être faits dans la lutte contre la pauvreté depuis une 50aine d'années, eh bien que ces progrès soient anéantis à cause des dérèglements climatiques. Et juste pour finir sur la France, la France n'est pas immunisée non plus contre ces impacts. Selon une étude récente, la France fait partie, se classe 15e des pays les plus touchés dans le monde ces 20 dernières années. Et on le voit que ce soit sur l'érosion des côtes, sur des inondations, les sécheresses qui touchent les agriculteurs, les vagues de chaleur qui touchent aussi les viticulteurs, l'industrie du vin évidemment importante en France. Et donc, on fait partie en Europe des pays les plus impactés. Et ça se ressent d'ailleurs dans la prise de conscience des citoyens, des citoyennes français qui justement s'inquiètent de ces impacts pour eux et pour les générations futures.
Merci Armel pour cette réponse très complète. C'est effectivement un problème qui touche, qui impacte en fait beaucoup d'autres causes, la question du climat. Alors, j'aimerais vous adresser à Quentin Perrier une question. En fait, vous êtes chercheur en économie, mais vous avez aussi une forte expertise de la science derrière le changement climatique. Donc, j'aimerais en fait parler un peu plus des fondements scientifiques sur lesquels les accords de Paris s'appuient. Je pense notamment au rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ou GIEC. Donc, du point de vue scientifique, en fait, qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport au changement climatique? Alors, comme vous l'avez dit, je suis économiste plus que climatologue. Donc, je vais faire au mieux de mes compétences. Mais en gros, oui, comme vous l'avez dit, il y a le GIEC, qui est donc un groupe d'experts intergouvernemental qui étudie le climat, qui a été créé en 1988. Donc, quand on parle de la connaissance scientifique, déjà à ce moment-là, on avait quand même des preuves suffisamment fortes dès 1988 pour créer un groupe d'experts qui va étudier la question. Parce qu'il y avait déjà des études faites par la NASA et autres qui avaient une intuition que le CO2 pouvait avoir un impact sur le réchauffement de la planète. Donc le GIEC a été créé et il a publié plusieurs rapports. Le premier, c'était en 1990, qui déjà disait que oui, il y a un réchauffement global et c'est sans doute l'humain n'y est pas complètement indifférent. Puis les preuves se sont accumulées. Alors les preuves sont de différents types. Il y a le fait d'observer l'évolution des glaciers et de voir comment ces glaciers peuvent remonter. Et puis il y a tout ce qui va être modélisation, où là c'est vraiment des maths, et puis on reconstitue les courants atmosphériques, etc. Et on voit que si on injecte du CO2 dans l'atmosphère, on a cet effet de serre que tout le monde connaît maintenant. Donc les preuves, elles sont là depuis très longtemps, elles se précisent. Alors il y a toujours des phénomènes un peu complexes sur comment les nuages interagissent, etc. Mais donc on raffine. Mais je pense que grosso modo, le constat, il est là depuis un certain temps. Et j'ai eu l'impression qu'il y a eu peut-être un électrochoc particulièrement important avec le rapport spécial du GIEC qui est sorti en 2018. On l'avait appelé le rapport spécial 1.5, donc c'est son nom court, qui étudiait donc la faisabilité d'atteindre un objectif, de limiter la hausse des températures à 1,5 degré Celsius. Alors je vais en profiter pour faire un petit aparté parce qu'on parle parfois de réchauffement de 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, et je crois qu'on définit assez rarement de quoi on parle. Quand on fait ça, les scientifiques qui ont défini cette mesure, c'est vraiment la température sur toute la surface du globe, sur les terres comme sur les mers, et c'est une température moyenne sur l'année. Alors, il faut savoir que les terres se réchauffent plus vite que les mers. Pas de chance pour nous qui vivons sur les terres. Donc, quand on parle de réchauffement global de 1 degré, c'est plutôt une moyenne pour les terres de 2 degrés, déjà pour se rendre compte. Et ensuite, comme c'est une moyenne, ça cache une forte disparité, et les étés vont avoir tendance à être encore plus chauds. Et donc, quand on dit plus 1 degré de moyenne, vous voyez que c'est déjà énorme. Voilà, je pose la base. Je sais qu'on a déjà parlé de tous les impacts, mais c'était pour faire le lien avec ce qu'on dit maintenant et ce qu'on dira plus tard sur là où on va. Donc, 1 degré de moyenne, c'est déjà beaucoup. Et effectivement, le rapport spécial 1.5 l'a dit. Sa première conclusion, c'était nous avons déjà atteint plus 1 degré de réchauffement par rapport aux températures pré-industrielles. Donc c'est beaucoup, et ça s'est fait à une vitesse vraiment phénoménale, comparé au change, à la variabilité naturelle. Donc ça, c'était une première conclusion. Ensuite, la deuxième conclusion du rapport, qui était forte, c'était de dire, en fait, chaque demi-degré compte. On peut voir le côté pessimiste, où plus on réchauffe et plus on va avoir des impacts très très forts. Donc les 7 plaies d'Égypte qui nous ont été racontées, ce n'est peut-être que le début, mais c'est aussi un message d'espoir, dans le sens où chaque demi-degré qu'on arrive à réduire, c'est ça de gagner. Et en fait, avant, le GIEC étudiait plutôt des variabilités plus importantes. On regardait plus 4 degrés, plus 3 degrés, parce que voilà, les modèles utilisés répondaient mieux à des variabilités fortes. Et là, il y a une étude scientifique qui a dit non, en fait, vraiment, il n'y a pas de seuil, de palier en dessous duquel tout va bien. Chaque demi-degré compte. Donc ça, c'était sur le volet, tout ce qui était impact. Et puis voilà, il détaillait tout ce qui va être impact sur la température moyenne, les extrêmes. On sait qu'il va y avoir de plus en plus d'extrêmes de chaleur, de précipitation. Tout ce que Armel a décrit très bien, ça va continuer et s'amplifier. Ensuite, le rapport, ça c'est le premier volet sur les impacts, la science. Et il y a eu tout un deuxième volet sur, OK, mais comment on fait pour limiter la température à 1,5 degré ? Je pense que voilà, il y a les mauvaises nouvelles et il y a aussi des bonnes nouvelles. Et donc, les scientifiques ont fait tourner leurs modèles qui sont très différents. Ce n'est pas du tout des modèles climatiques. Là, c'était d'autres groupes, plutôt des économistes,
qui faisait tourner des modèles, voilà, des gros modèles macroéconomiques avec plein de représentations des différents secteurs. Et ils ont une conclusion très forte. Parce que ces modèles, voilà, c'est l'ensemble des modèles qui existent de différentes communautés scientifiques. Et c'est ça que fait le GIEC. Le GIEC ne produit pas lui-même ses propres études. Il fait que compiler les études qui existent. Et il a dit, en observant toutes les études, en regardant, finalement, il y a quelques résultats robustes qui se dégagent. Et le premier résultat robuste, c'est que si on va avoir une chance de limiter la température à 1,5 degré, il faut atteindre 0 CO2 net en 2050. Et je pense que c'est un résultat qui est arrivé en 2018 et on voit qu'il a commencé à s'ancrer, je pense, dans le débat public et dans toutes les déclarations des gouvernements. Donc ça, c'est arrivé à ce moment-là. L'accord de Paris avait dit qu'il faudrait viser la neutralité tout gaz à effet de serre d'ici dans la deuxième moitié du siècle. Ça, c'était en 2015. Le rapport spécial du GIEC en 2018 a dit non, il faut viser 0 CO2 en 2050. Donc ça, c'est intéressant. Après, c'est un peu loin en 2050, mais le GIEC a donné un autre résultat très fort. Il a dit en 2030, il faut qu'au niveau mondial, on ait divisé par 2 nos émissions. Si on veut viser 1,5 degré. Si on veut viser 2 degrés, il faut les réduire de 25% d'ici 2030. Alors, il y a une petite variabilité selon les modèles, selon les hypothèses, etc. Mais c'est quand même à peu de choses près ce qu'on retrouve dans beaucoup d'exercices. Donc, vous voyez qu'on a quand même un guide pour l'action au niveau mondial. Après, ce que le GIEC ne dit pas, c'est comment cet effort doit être réparti entre les pays. Et ça, c'est l'objet des négociations internationales. Voilà, donc Olivier pourra beaucoup parler, et Armel aussi, j'en suis sûr. Voilà, le GIEC donne juste ses objectifs mondiaux parce que le CO2, on sait que quel que soit l'émetteur, ça va affecter l'ensemble de la planète. Donc le GIEC fait ça. Il ne donne pas d'objectifs sur qui doit faire quoi. Le GIEC dit souvent, tous les scientifiques du GIEC disent, on est pertinent mais pas prescriptif. On est des scientifiques, donc on ne dit pas quoi faire, ça c'est le travail du politique. Nous, on met en lumière les arbitrages, les choix. Vous pouvez continuer d'émettre tant, mais voilà ce que ça implique en termes d'impact. Vous pouvez essayer d'aller sur cette trajectoire plus tôt. Voilà, donc je trouve qu'il y a eu ces messages assez forts dans le rapport spécial du GIEC. Et peut-être pour terminer, il montrait aussi que ce qui n'est pas si facile, c'est qu'il y a plusieurs trajectoires possibles pour atteindre ces objectifs, que ce soit 2 degrés ou 1,5. On peut faire des efforts tout de suite, ou on peut retarder un peu l'effort et parier sur le futur, avec notamment tout ce qui va être technologie pour capturer le stockage du carbone et l'enfouir. Mais quand même, le rapport montrait qu'il ne faut pas trop repousser l'effort à plus tard parce que les capacités pour capturer ce carbone sont en fait incertaines et avec un potentiel assez limité. Donc si on veut être sérieux sur des engagements à 2050, on ne peut pas repousser beaucoup plus l'effort, voire même il faut agir tout de suite et très vite. Et d'ailleurs, moi-même, en fouillant dans ce modèle, en le relisant, parce que j'ai été relecteur pour le gouvernement, ce qui m'a frappé, c'était qu'il y avait plusieurs modèles qui disaient « Vous me demandez d'atteindre un objectif de 1,5 degré, des modèles économiques. » Et le modèle disait « J'y arrive pas. » Donc on voyait qu'on était déjà à un point où on poussait les modèles dans leur retranchement. Ils mettaient, ils mettaient en œuvre plein de technologies de bas carbone, ils mettaient en place des réglementations, des prix du carbone, ce genre de choses. Ils utilisaient tous les instruments possibles. Et certains modèles disaient « J'y arrive pas ». Ce qui montre bien que 1,5 degré, c'est vraiment un objectif très ambitieux et qu'il faut d'autant plus ne pas retarder l'effort. En tout cas, merci Quentin Paré pour cette réponse vraiment très très complète. Effectivement, ce qu'on peut comprendre, c'est que ce changement climatique, c'est vraiment soutenu par la science. Il y a beaucoup d'observations, de modélisation derrière qui nous aident à comprendre l'impact, mais aussi le futur, en fait, l'avenir, qu'est-ce que ça va être, à quoi ça pourrait ressembler. Alors, je vais maintenant passer on va parler un peu plus de l'accord, on va revenir sur l'accord tel quel. Alors, en signant l'accord en 2015, ce que les États ont signalé, en fait, c'est nous nous engageons à prendre des actions concrètes, c'est ce qu'ils ont voulu dire. On peut faire référence à des actions pour limiter l'augmentation des températures ou diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, je reviens vers vous, Quentin Perrier, pour vous poser une question, en fait. Comment on pourrait limiter l'augmentation des températures en diminuant les émissions de gaz à effet de serre? Alors, pour un pays, quelles actions il faudrait mettre en place quand on s'engage à lutter contre le changement climatique? Qu'est-ce qu'il y a comme option? C'est une question assez large. Alors, je peux peut-être commencer par les grands leviers, on va dire. Les grands leviers, on les connaît. J'avais même fait un acronyme pour essayer de les retenir. J'avais utilisé l'acronyme EDEN. Donc, notre EDEN, ce serait d'abord les économies d'énergie. C'est vraiment
on parle beaucoup de décarboner, mais déjà, utilisons moins d'énergie. C'est ce qu'on voit dans tous les travaux de modélisation. Et d'ailleurs, c'est un message qu'on retrouve chez différents acteurs. L'Agence internationale de l'énergie dit que l'économie d'énergie, c'est le premier carburant pour atteindre nos objectifs. Et puis, on a des instituts comme Negawatt, beaucoup plus locaux, qui disent aussi, tout ce qui est économie d'énergie, sobriété, c'est la clé. Donc, 1, économie d'énergie. 2, ça va être la décarbonation, c'est-à-dire utiliser une énergie décarbonée. Donc, plutôt que du pétrole, on va utiliser des énergies renouvelables ou du gaz renouvelable ou ce genre de choses. De la biomasse, tout ce qui a un cycle net zéro de CO2. Et donc, EDE, le troisième, c'est l'électrification. Et ça, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'électricité, c'est sans doute le vecteur énergétique, la source d'énergie la plus facile à décarboner. Et donc, électrifions nos usages. Ça veut dire des véhicules électriques, ça veut dire des processus industriels qui aujourd'hui utilisent du gaz, du charbon, du pétrole, peuvent passer à l'électricité parce que ça, on sait décarboner beaucoup plus facilement que d'autres usages. Et le N, je ne vais pas vous poser la colle, le N, c'est pour émissions négatives. Les émissions négatives, ça veut dire en fait tout ce qui va être boisement, donc arrêter la déforestation, voire reforester, voire afforester là où il n'y avait pas de forêt. Ça veut dire ça, et ça veut dire éventuellement, dans la limite technologique possible, faire un peu de capture et stockage du carbone. Mais bon, c'est vraiment la dernière pierre de l'édifice. Donc ça, c'est les grands objectifs, on va dire. Après, en termes de politique publique, l'angle est un peu différent. On ne décide pas de faire une économie d'énergie, mais on a des instruments qui sont disponibles. Alors, tout ce qui va être normes et réglementation, il va y avoir tout ce qui est prix du CO2, taxe carbone ou autre, tout ce qui va être subvention, financement public et information. Je dirais, s'il y en a 5, c'est cela. Ouais, ça fait un peu beaucoup, je suis désolé. Mais voilà, on voit bien que c'est ce qui est dans le débat. Et si je prends très concrètement pour l'exemple du secteur des transports, les véhicules, vous pouvez mettre une norme sur les émissions de véhicules, dire on ne veut pas plus que tant d'émissions pour les véhicules. On peut mettre des subventions, des bonus. On peut mettre des taxes, que ce soit des taxes carbone ou des malus à l'achat du véhicule. On peut investir publiquement dans des infrastructures de transport public et on peut informer les consommateurs sur leurs choix. Donc, je pense que c'est les 5. Et très concrètement, comment ça se fait ? Eh bien, je pense que ça se fait d'abord en fixant une trajectoire détaillée, secteur par secteur, comme l'a fait la France. C'est-à-dire, l'État dit « je veux atteindre tel objectif ». Il se concerte avec les différentes parties prenantes, les experts et autres, et il dit bon, dans le secteur des transports, je peux faire ça, je peux faire un peu plus de fret ferroviaire, un peu plus de train, un peu plus de transport collectif, etc. Pareil dans l'agriculture, dans le bâtiment. Et on se fixe des objectifs et ensuite, avec les instruments que j'ai mentionnés, on regarde comment on peut atteindre nos objectifs. Voilà, la question est très large, hein, je suis désolé, donc je donne une réponse un peu large. Après, la réponse dépend des pays. Je pense que dans les pays développés, les enjeux sont très différents des pays en développement. C'est quand même important. Nous, on est des pays développés, donc l'enjeu, ça va être de rénover les bâtiments. Dans les pays en développement, ça va être de construire des bâtiments qui soient efficaces tout de suite. Nous, ça va être comment on remplace des industries existantes, comment on les change parfois une pompe ou autre. Eux, ça va être comment on construit à partir de rien des choses qui tout de suite sont performantes. Voilà, les enjeux, bien sûr, dépendent des pays, des situations de départ, des potentiels aussi. Certains pays ont plus de soleil que d'autres, donc c'est plus facile de faire de l'éolien, mais je pense que la démarche globale, elle est quand même celle-là. C'est vrai que c'est une question très large, mais une réponse large aussi, ce que ça nous montre, c'est que y a plusieurs options qu'on peut prendre et on a de l'espoir. L'essentiel, ce serait effectivement d'acter sur ces options qu'on a. Et je vais me permettre quand même de vous emprunter cette notion d'Éden parce que je trouve ça vraiment très facile à retenir. Allez-y, il n'y a pas de copyright. Merci. Alors, dans l'accord de Paris, il y a aussi une notion de financement climatique, en fait, c'est-à-dire un soutien financier apporté par des pays développés pour aider les pays en voie de développement à s'adapter à ce changement climatique, mais aussi à se développer de manière plus durable sur le temps, en fait. Et Armelle Lecomte, j'aimerais vous demander, est-ce que vous pourrez nous dire un peu plus comment les États s'organisent par rapport à cette aide internationale climatique? Oui.
Effectivement, ça fait depuis en fait Copenhague. Donc Olivier Fontan en avait parlé au début que ça avait été un échec et un traumatisme, traumatisme pour beaucoup à la fois de diplomates, mais aussi pour la société civile, parce que justement, ça devait être. On aurait dû avoir l'accord de Copenhague en fait. C'était ça au départ l'objectif de cette COP. Et malheureusement, les États ne s'en sont pas mis d'accord. Mais il y a eu une chose sur laquelle les États ont réussi à se mettre d'accord à ce moment-là, c'est que les pays développés, donc en fait il y a une liste de pays qui sont considérés comme développés, et on verra, j'en parlerai un petit peu, que cette liste officielle de qui sont les pays développés qui ont cette obligation de mobiliser des financements pour aider les pays en développement, eh bien, elle pose question aujourd'hui sur est-ce que cette liste inclut bien tout le monde, et des pays aujourd'hui ne contribuent pas, ne sont pas contraints de contribuer alors que peut-être qu'ils devraient. Mais en tout cas, voilà, en 2009, les États développés se sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 pour effectivement à la fois aider les pays en développement à faire face aux impacts qui, comme on l'a vu, se multiplient, et en même temps à se développer de manière plus soutenable, plus durable. Et pour rebondir sur un des points que mentionnait Quentin tout de suite, sur des enjeux, des contextes différents selon les régions ou selon les pays, il faut quand même rappeler par exemple que 1 milliard de personnes aujourd'hui n'ont toujours pas accès à l'électricité. Principalement en Afrique subsaharienne, mais aussi en Asie. Et ça, c'est un enjeu aussi de lutte contre la pauvreté. C'est aberrant qu'en 2020, il y ait encore autant de personnes qui n'aient pas accès à l'électricité, avec des impacts sur la santé, des femmes qui accouchent à la bougie encore dans certains pays, des enfants qui ne peuvent pas faire leurs devoirs chez eux ou à l'école. Et donc c'est comment est-ce que justement on fait les bons choix pour des pays qui n'ont pas encore des infrastructures développées, pour ne pas les enfermer dans un modèle polluant. Donc je referme la parenthèse, mais c'est un enjeu quand même majeur aujourd'hui, puisque parfois on a tendance certains ont tendance à opposer justement la lutte contre la pauvreté et la lutte contre le changement climatique, et c'est enfin voilà, l'anonymisme c'est un faux débat. Il faut justement se dire comment est-ce qu'on y répond en faisant les bons choix pour le long terme. Et donc, pour revenir sur vraiment la question des financements climatiques, donc en 2009, les pays développés avaient pris cet engagement des 100 milliards et qui a été intégré, on va dire, en annexe de l'accord de Paris. Ce n'est pas dans l'accord lui-même, mais c'est une décision de la COP 21, donc c'est un petit peu la technique, mais en tout cas qui a été repris par l'ensemble des États. Mais le bilan qu'on en fait aujourd'hui, c'est que le compte n'y est pas et qu'on est encore loin de ces 100 milliards par an pour les États en développement. Déjà, il y a eu un problème, c'est qu'on n'a jamais défini, les États n'ont jamais défini ce qu'on mettait dans ces 100 milliards. Est-ce que c'est uniquement du financement public? Est-ce qu'il y a des financements privés? Voilà, ces questions-là se posaient. Et bon, on ne va pas refaire toute l'histoire. Maintenant, je pense que c'est un peu passé. Je vois que Olivier hoche la tête, donc il pourra rajouter des éléments là-dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, 5 ans après, il y a il y a un rapport de l'OCDE qui est sorti il y a quelques semaines et qui montre qu'aujourd'hui, les États ont déclaré, donc en 2018, le dernier chiffre disponible, ont déclaré 62 milliards de dollars de financement public. Et c'est vrai qu'à Oxfam, nous, on a été regarder ce que tous les États déclarent. Donc aussi bien en Europe, en Australie, au Japon, etc. Et en fait, on estime que nous, l'aide réelle fournie pourrait ne représenter qu'un tiers des sommes déclarées, notamment parce que les États font deux choses. La première, c'est qu'ils comptabilisent l'ensemble des prêts qu'ils font aux États, aux pays en développement, alors que finalement, des prêts, ils vont être remboursés à terme. Et donc, pour nous, ce n'est pas un véritable effort financier fait par ces États. Et donc, c'est une manière aussi pour les États développés de gonfler un peu leurs chiffres.
Et pour nous, ça pose aussi un problème, c'est qu'au niveau international, il y a autour de 75% des financements climat qui sont sous forme de prêts. Et en fait, ce recours excessif aux prêts, ça contribue à l'endettement des pays pauvres. Et pour nous, à Oxfam, c'est choquant en fait que des pays qui ne sont pas responsables de la crise climatique actuelle, en tout cas de manière marginale, je rappelle que l'Afrique, c'est 3-4% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est choquant que des pays qui ne sont pas responsables de cette crise se retrouvent à emprunter, parfois à des taux qui ne sont même pas plus intéressants que ceux du marché, auprès des pays riches qui, eux, sont responsables historiquement du réchauffement climatique. Ce problème, il se pose d'autant plus dans la situation actuelle de crise sanitaire, de crise économique, où il y a des États déjà relativement pauvres qui puisent dans leurs ressources financières, dans leur budget pour la santé, et donc de se dire qu'ils doivent en plus s'endetter à cause des dérèglements climatiques. Et donc ça, c'est une première critique que l'on fait. La deuxième critique aussi, c'est que les États développés ont tendance à repeindre en vert des projets de développement dont seulement une petite part est consacrée à la lutte contre le changement climatique. Un exemple très simple, c'est par exemple la construction d'une école avec des panneaux solaires, qui est évidemment une bonne chose, et d'un coup, tout le projet, qui est quand même éducatif à la base, devient un projet vert. Et ça, multiplié par beaucoup d'États, beaucoup de projets, voilà. Et donc ça, c'est pour nous un problème. Et un autre problème qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'accord de Paris, il nous dit que les États doivent trouver un équilibre entre les financements qui vont à l'adaptation, donc pour faire face aux impacts, et les financements qui vont à l'atténuation, donc à la réduction des émissions, que ce soit développement des renouvelables, économie d'énergie, etc. Et donc l'accord de Paris, il dit un équilibre. Et aujourd'hui, on est loin d'un équilibre, puisque, toujours selon l'OCDE, seulement 21% des financements climat internationaux vont à l'adaptation. Et donc, on est dans une situation aujourd'hui où les impacts ils sont croissants, et pourtant, on n'a pas assez de financement alloué pour aider les pays pauvres à faire face à la montée des eaux, aux sécheresses qui touchent le secteur de l'agriculture, à faire face aux événements météo extrêmes qui se multiplient. Et donc, c'est vrai que le bilan, il n'est pas très bon. En plus, les États-Unis, depuis l'élection de Donald Trump, ne versent plus de financement, notamment via le Fonds vert. Ils avaient promis 3 milliards et Barack Obama n'avait décaissé qu'1 milliard. Donc, il y a toujours un trou dans la raquette sur ça. Donc, il y a un espoir qu'avec l'arrivée de Joe Biden en janvier, cette situation change. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation, elle est loin d'être satisfaisante. Donc, on a appris là cette semaine que le Royaume-Uni, qui sera le pays hôte de la COP26 en novembre prochain, devrait organiser un sommet en mars, justement sur cette question des financements. Et donc, on espère que ce sera l'occasion pour un certain nombre de pays développés de faire des annonces, et notamment la France. Puisque Emmanuel Macron, pour l'instant, se contente du statu quo, n'a pas l'intention de faire de nouvelles annonces financières. Et donc, c'est vrai qu'il y a des attentes à ce niveau-là pour les années qui viennent. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, en fait, quand on parle de l'accord de Paris, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on parle d'engagement et de contraintes. Avant tout, est-ce que, Olivier Fantin, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ce que Armelle a dit? Pardon. Non, pas spécialement sur. Enfin, il y a eu des débats sans fin sur l'histoire des financements, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'ils sont largement insuffisants. Après, il y avait un accord, il y avait un consensus sur le fait que c'était des financements et publics et privés, mais c'est vrai qu'ils sont insuffisants. C'est vrai que par ailleurs, ce chiffre de 100 milliards a été fixé de manière complètement aléatoire, qui correspond à aucune ni réalité ni besoin économique. C'est un espèce de totem qu'on a baladé comme ça pendant des années sans grand sens. Mais cela dit, le symbole ne manque pas d'importance, et la réalité qu'il dissimule derrière n'est pas moins importante non plus, qui est effectivement les questions de transfert de fonds et de compétences aussi, et de technologies aux pays en développement. D'accord. Merci. Alors, je disais avant ça, c'est que quand on parle de l'accord de Paris,
ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on parle d'engagement et de contraintes. Et il n'y a pas vraiment de sanctions prévues, en fait, quand un État ne respecte pas ses engagements. Donc, Monsieur Fontan, je reviens vers vous pour vous demander justement, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les conséquences de cette ambivalence? Et s'il n'y a pas de sanctions, comment on peut exiger ou en tout cas inciter le respect de ces accords? Mhm. Alors, d'abord, très brièvement, je me rends compte que pour vos spectateurs, nos spectateurs, on n'a pas décrit en fait comment fonctionnait l'accord de Paris. Alors, je vais essayer de le faire en 30 secondes pour ensuite répondre à votre question. Le principe de base, et c'est un peu la vraie rupture dans la négociation de l'accord de Paris par rapport aux négociations permanentes, c'est que en fait, on a posé le principe d'un mécanisme par lequel les États vont d'eux-mêmes tous les 5 ans rehausser leur ambition. Et sur ce, ils vont se fonder sur la science, telle que, et notamment les rapports du GIEC, tels que les décrivait Quentin. Et donc, on établit un lien très clair. Tous les 5 ans, il y a un cycle qui se met en place. Le GIEC fait l'état des lieux au niveau scientifique de où est-ce qu'on en est. Et généralement, c'est pas terrible. Après, l'ensemble des États, en tant que communauté internationale, se réunissent et regardent entre eux en disant bah, regardez ce que le GIEC a dit, bah oui, c'est pas terrible, il faut qu'on fasse plus pour aller mieux. Et ensuite, chacun rentre chez soi et à son niveau national détermine un plan climat, une contribution nationalement déterminée en langage technocratique onusien. En fait, c'est un plan climat. Et ils reviennent devant les autres en disant ben voilà, moi je vais faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est sur un mécanisme de renforcement perpétuel des efforts des États, au lieu d'être dans une logique qui était la logique précédente, de renégociation perpétuelle entre États des objectifs qu'on devait avoir. Et donc, en fait, l'idée de l'accord de Paris, c'est l'idée d'une grosse boîte à outils. Alors ensuite avec des mécanismes de transparence, de redevabilité, c'est-à-dire que les États doivent venir expliquer ce qu'ils font chez eux, comment ils le font, et s'ils ne le font pas bien, demander de l'aide pour que les autres États les aident à le faire mieux. Mais le travail, la responsabilité du fonctionnement et de la réussite du maintien de nos objectifs repose sur chacun des États et pas tant sur un mécanisme d'accord lui-même qui comme on aurait pu l'imaginer, je sais pas, il y a peut-être 20 ou 30 ans. Donc, évidemment, beaucoup de gens sont mis à dire ah oui, mais tout ça, c'est pas contraignant, etc., etc. Alors, la petite chanson de la contrainte, d'abord, souvent, elle cache une certaine méconnaissance de ce que ça veut dire la contrainte pour des accords internationaux. D'abord, le premier point, c'est que tous les accords signés par des États sont contraignants. Ça, c'est la base juridique du droit international, c'est quand un État signe un accord, quoi que dise l'accord devient contraignant pour cet État. Le deuxième point, qui est la contrepartie immédiate, c'est que au niveau international, les États sont absolument souverains et que dans l'absolu, personne ne peut les contraindre à faire quoi que ce soit. Et donc, le droit international, c'est un aller-retour, un dialogue permanent entre cette obligation de contrainte juridique, hein, quand on respecte le droit international, et le fait qu'à la fin, bah, c'est la force qui prime et que si un État ne veut pas, il n'y a personne pour le forcer, à moins d'en venir à engager des actions violentes contre lui, c'est-à-dire concrètement, ça veut dire que c'est la guerre. Donc la question, c'est est-ce que pour appliquer l'accord de Paris, il faudrait s'engager sur des actions violentes? Évidemment, la réponse est non. Et c'est souvent le problème des accords internationaux en général et encore plus des accords internationaux dans le domaine de l'environnement, qui est en fait un domaine encore plus souple sur un droit international qui lui-même est relativement souple. Donc, en fait, la question de la contrainte, elle ne se pose pas comme ça, pas de manière formelle. Et je crois que c'est un faux débat pour les gens qui posent la question de la contrainte comme ça et qui, petite parenthèse, souvent, pas toujours, mais souvent viennent de secteurs ou d'organisations qui sont prêts à pester contre les contraintes de l'Union européenne, qui sont bien plus fortes d'ailleurs sur notre souveraineté. Hein, là, je pointe une petite incohérence. Je pense qu'il faut voir les enjeux sous un autre angle. Sur la question du climat, en fait, le curseur, on a toujours eu du mal à le régler entre, d'un côté, la rigueur de la contrainte et de l'autre côté, la participation et l'élargissement de la participation. Et regardez le protocole de Kyoto qui était en vigueur jusqu'en 2020, donc jusqu'à la fin de l'année.
Le protocole de Kyoto est extrêmement rigoureux, d'ailleurs tellement rigoureux qu'au moment où on a voulu mettre en œuvre des sanctions, le Canada est parti pour ne pas être sanctionné. Donc ça vous donne toute la latitude et toute l'importance que peuvent avoir des sanctions internationales dans un accord environnemental. Et cet accord très rigoureux, ce protocole très rigoureux, en fait, il réunissait que les pays développés. Et la Chine, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, etc., le Nigeria ne faisaient pas partie de cet accord. Et à l'opposé, à Copenhague, on a réussi à mettre tout le monde dans le même sac, c'est-à-dire avoir une participation universelle, mais avec un mécanisme une rigueur, on va dire, dans le contrôle des engagements de chaque État, extrêmement faible. Et donc voilà, on était toujours en lutte pour placer ce curseur. Et donc à Paris, on a trouvé un équilibre pour placer ce curseur entre le fait d'avoir une participation universelle, parce que tous les États participent aux efforts, et une rigueur qui est plus dans la redevabilité et la transparence de l'action des États. Et je terminerai en disant que la contrainte avec l'accord de Paris, en fait, elle est autre. Elle s'est transformée. C'est probablement aussi un signe des temps. Ça n'aurait sans doute pas été possible il y a 30 ans. C'est plus finalement une contrainte de la redevabilité. C'est-à-dire que la contrainte, aujourd'hui, elle est politique. Elle est politique par le haut. C'est-à-dire, comme vous avez vu depuis quelques années, le climat est l'objet de rendez-vous internationaux politiques de haut niveau réguliers, où on remet un petit coup de pression sur les États. Alors tout ça, c'est du symbole, c'est du discours, c'est de la politique, mais on sait que les symboles et les discours, ça pèse aussi. Et puis on a une contrainte aussi qui vient de par le bas. Et là, c'est les marches pour le climat, c'est les gens qui réclament plus, et c'est une pression au niveau des élections, c'est qui est formulée différemment selon les pays et selon les cultures. Et on se retrouve avec des gouvernements qui sont pris un petit peu en sandwich entre cette contrainte par le haut et par le bas, une contrainte politique, et qui fait partie de cette contrainte de l'accord de Paris. Un exemple très concret, c'est les États-Unis. Quand les États-Unis sont sortis de l'accord de Paris avec l'arrivée de Trump au pouvoir, on aurait pu craindre qu'il y ait d'autres États qui n'étaient pas très progressistes sur la question du climat, qui produisaient beaucoup d'énergie fossile, qui les suivent. Ils se sont retrouvés tout seuls. Personne n'a suivi les États-Unis, alors qu'on aurait très bien pu imaginer. Ça n'aurait pas du tout été un scénario inconcevable. Et d'ailleurs, c'est un peu la peur qu'on avait au début, en juin, quand les États-Unis sont sortis, qu'ils soient suivis d'autres. Personne ne les a suivis. Et qu'est-ce qu'ils font? Et à peine Biden réélu, avant même qu'il prenne ses fonctions, le premier truc qu'il dit dans son intervention publique, c'est « je vais rejoindre l'accord de Paris ». Personne ne forçait. Personne lui mettait un pistolet sur la tempe en disant « mon gars, il faut que tu rejoignes l'accord de Paris ». Mais c'est le premier truc qu'il fait, parce qu'il y a une contrainte symbolique, une contrainte politique, qui est extrêmement forte et qui est probablement plus forte que bien des contraintes juridiques des accords internationaux. Et le dernier point sur lequel je terminerai, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi une contrainte judiciaire, une contrainte juridique. Dans beaucoup de pays, et notamment en France, avec la dernière illustration, c'est l'arrêt du Conseil d'État, un arrêt dit Grande Sainte, j'imagine que la plupart d'entre vous en ont entendu parler, où le juge administratif envisage, parce que le jugement n'est pas encore rendu, l'affaire n'est pas jugée, mais de considérer que l'État a une obligation d'action et de moyens vis-à-vis du changement climatique. Donc voilà, on a pour un accord qui n'est pas contraignant, je trouve que ça fait quand même pas mal de points de contrainte. Il faut demander au gouvernement, vous allez voir qu'ils sont bien contraints aussi. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Olivier Fantan. Armelle, je t'ai vu réagir. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, mais je voulais réagir notamment sur la contrainte judiciaire, parce que, comme beaucoup de nos spectateurs le savent, j'imagine, Oxfam France fait partie des 4 associations avec Greenpeace, la Fondation Nicolas Hulot et Notre Affaire à tous, qui ont lancé un recours juridique contre la France il y a 2 ans, contre l'État français pour inaction climatique. Et c'est vrai que ça fait partie depuis quelques années d'une tendance dans plusieurs pays, en fait, à la fois soit de citoyens, parce qu'il y a aussi eu des affaires, notamment en Europe, directement d'actions de justice venant de citoyens, ou d'associations, comme c'est le cas pour l'affaire du siècle, et bien de se dire que en fait, les États prennent des engagements, font des lois avec des objectifs à l'horizon 2030, 2050, mais que les émissions, elles, de gaz à effet de serre ne diminuent pas, ou en tout cas pas assez vite. Les politiques qu'on devrait voir
comme les mentionnait Quentin tout à l'heure, sur les transports, sur les bâtiments, mais aussi sur l'agriculture, eh bien, elles sont pas au rendez-vous. Et donc, en fait, de dire, bon, bah, on a aussi, en fait, on vit dans un état de droit, avec eh bien, un certain nombre de textes qui sont votés par le Parlement, avec des engagements qui sont pris au niveau européen, au niveau international. Donc, la France s'inscrit évidemment dans ces différents cadres. Et donc, à un moment, c'est de se dire, c'est plus possible en fait d'attendre toujours que les faits, que les politiques soient menées. Et donc, il y a eu cette idée en fait pour d'une certaine manière mettre la pression à l'État de lancer cette action en justice, et qui a fait l'objet d'un très fort écho auprès des citoyens grâce à un relais d'un certain nombre de personnalités et d'influenceurs, et aussi auprès des médias. Donc une pétition qui a été signée par plus de 2 millions de personnes en l'espace de quelques semaines, et qui montre que voilà, il y a une attente des citoyens. Et effectivement, le dossier Grande-Synthe dont parlait Olivier Fontan, c'est donc la commune de Grande-Synthe qui a attaqué l'État pour inaction climatique. L'affaire du siècle a fait ce qu'on appelle une intervention volontaire, c'est-à-dire qu'elle a apporté des pièces au dossier pour appuyer en fait le fait que oui, la France aujourd'hui n'en fait pas assez. Et je suis sûre que dans la dernière partie là, du webinaire, on aura l'occasion d'y revenir, et notamment Olivier Fontan dans les différents rapports du Haut Conseil pour le climat qui montrent qu'aujourd'hui la France n'est pas dans les clous pour respecter ses objectifs nationaux, objectifs qu'elle s'est fixés elle-même dans un certain nombre de lois. Et donc là, on a effectivement cette décision du Conseil d'État qui donne 3 mois à l'État pour quelque part prouver qu'il en fait assez. Donc c'est intéressant, on attend avec impatience la réponse de l'État. Mais ça montre qu'effectivement, il y a tout un panel d'outils, et que cette question du juridique, elle prend de plus en plus de place. Il y a déjà eu des victoires, notamment aux Pays-Bas, où la justice néerlandaise a condamné l'État à revoir à la hausse ses objectifs nationaux. Et voilà, et c'est une manière aussi de continuer à mettre la pression sur les différents gouvernements en disant, là, on en a... stop pour les discours, on en a entendu, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut agir, il faut faire quelque chose, c'est un problème. Maintenant, c'est la mise en place de politiques dans un certain nombre de secteurs qu'on attend. Et voilà, et le juridique peut nous aider à mettre ça en place. Merci beaucoup Armel Lecomte. Donc c'est vrai que là on va commencer maintenant à parler en fait du bilan. On en a déjà un tout petit peu parlé. Mais alors ça fait 5 ans que l'accord de Paris a été signé. C'était le 12 décembre 2015. Et la grande question se pose maintenant après 5 ans, où en sommes-nous en fait? C'est quoi le bilan, notamment pour la France? Alors Quentin Perrier, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu ce bilan pour la France? Alors, votre micro est encore coupé. Je vais peut-être parler du contexte international en un mot pour replacer l'action de la France dans un ensemble plus large. Quand on parle de bilan, le rapport que j'aime beaucoup, c'est un rapport des Nations Unies qui s'appelle le Gap Report, qui mesure le gap, le fossé d'émissions entre ce que les États s'engagent à faire, donc les contributions nationales dont parlait Olivier Fontan, chaque État est libre de s'engager sur un objectif pour 2030, et le gap entre cet objectif des États et ce qu'il faudrait pour atteindre 2 degrés ou 1,5. Donc c'est un travail fait par les Nations Unies, donc je pense qu'on peut considérer relativement objectif, qui chaque année mesure ce fossé. Et donc aujourd'hui, c'est publié souvent juste avant l'anniversaire de l'accord de Paris, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a les négociations, donc c'est pour nourrir ces négociations. Le rapport publié il y a quelques jours nous dit, si on continue sur un business as usual, nous atteindrons, donc supposons que les États ne prennent aucun engagement, on continue sur un business as usual, on est à plus 3,5 degrés. 3,5 degrés en moyenne sur la planète. Vous vous rappelez ce que je vous disais? Donc c'est quand même beaucoup. Si on regarde maintenant les engagements des États, ça représente quand même une amélioration par rapport à cette tendance moyenne, on s'oriente aujourd'hui vers un réchauffement de 3 à 3,2 degrés. Donc ça reste quand même un peu supérieur aux 2 degrés qu'on voulait. Et ensuite, dernière petite quand même amélioration encore, on voit qu'il y a eu beaucoup d'objectifs pour 2050 qui ont été annoncés récemment, des objectifs de neutralité carbone par un certain nombre de pays, pour 2050. Et donc, on ne sait pas trop si peut-être qu'ils vont réviser aussi leur objectif 2030 en ligne. S'ils font ça, donc s'ils supposent
qui vont réviser leurs objectifs en lien avec ce qu'ils viennent d'annoncer, on serait à plus 2,5 degrés. Vous voyez, au niveau mondial, on est plutôt sur une trajectoire entre plus 2,5 degrés et plus 3 degrés. Donc le bilan, c'est mieux que si on n'avait rien fait, mais on n'est pas encore à 2 degrés au niveau mondial. Ensuite, au niveau français, alors, en 2015, la France se dotait d'une stratégie nationale bas carbone. C'est un moment où on avait voté la loi de transition énergétique pour la croissance verte, voilà, à l'issue de vraiment un grand débat national. On a fait cette trajectoire, secteur par secteur, comme l'a dit Armelle, très bien faite. Bon, 3 ans après, et elle se fixait des objectifs par palier. C'est-à-dire, elle se fixait, on ne va pas émettre plus que tant de CO2 jusqu'en 2019, c'était un budget carbone jusqu'en 2019. Puis elle se fixait un objectif entre 2019 et 2023, c'était son deuxième budget carbone. Bon, visiblement, on a pris du retard sur le premier objectif. Donc en 2018, on a fait une nouvelle stratégie nationale bas carbone, disant, bon, on a pris un peu de retard, mais cette fois, on va faire une stratégie qui est mieux. Et donc, c'est ce qui a été fait en 2018, qui fixe des objectifs. Et là, en 2019, le Haut Conseil pour le climat a rendu son premier rapport qui disait, visiblement, il y a des secteurs où ça va, mais il y a quand même 2 secteurs où on est très en retard. C'est tout ce qui est bâtiment, les émissions des bâtiments liées au chauffage, etc., et tout ce qui est transport. Et donc, la France, en 2019, était encore en retard sur ses objectifs. Et là, on avance. Et bon, par rapport à ce constat de l'année dernière, il y a eu quand même 2 gros bouleversements, je pense, dans le paysage politique. Sur ces 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses, en fait, c'est ce qu'on voit. En 2019, il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, qui n'est pas encore au bout de ses propositions. Donc, on attend de voir. Et il y a eu le plan de relance surtout. Et je voudrais en parler un petit peu parce que le plan de relance, c'est quand même des milliards et des milliards qui ont été mis sur la table par le gouvernement. Ils annonçaient un plan de relance de 100 milliards. Bon, alors combien exactement à l'écologie? Ça dépend qui compte. Nous, on estime à peu près 18 milliards pour l'écologie, mais c'est sur plusieurs années. Donc voilà. Alors, on a fait le travail année par année. Nous, ce qu'on fait à I4C, à l'Institut de l'économie pour le climat, on mesure combien il faudrait investir pour être en ligne avec nos objectifs nationaux. Parce qu'on a cette trajectoire nationale, la stratégie nationale. Combien il faudrait investir et est-ce qu'on investit assez? Et ce qu'on montre, c'est que jusqu'en 2019, on avait un déficit d'investissement de à peu près 15 milliards d'argent public par an. Donc, vous voyez, on était en retard et donc, ce déficit d'investissement se traduit en déficit, en retard sur les émissions de CO2. On émet plus que prévu. 15 milliards d'argent public et privé, dont 7 à 9 milliards d'argent public. Avec le plan de relance, on voit qu'on est arrivé au niveau qu'il faudrait atteindre, dans les grandes lignes. Alors, il faudrait voir secteur par secteur, on est peut-être un peu en retard sur le bâtiment privé, etc. Mais dans les grandes lignes, on est plutôt en ligne avec ce qu'il faudrait investir pour être en ligne avec la trajectoire nationale. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il y a un grand mais, et même plusieurs. Déjà, c'est qu'on a un retard historique. Certes, en 2020, 2021, on est peut-être au bon niveau, mais il y a tout le retard d'avant qui s'est accumulé, qu'il faut rattraper. Le deuxième mais, c'est que le plan de relance, c'est plutôt une parenthèse budgétaire. Pour l'instant, c'est conçu comme quelque chose qui va durer 2 ans, alors que les besoins de financement climat vont augmenter. Donc la question, c'est comment on pérennise l'effort. Et là, il y a un gros point d'interrogation. Et ensuite, il y a la question de... Et après, bon... Et finalement, donc il y a la question de comment on dépense plus. Il y a alors la question de comment on dépense mieux, parce qu'on voit que sur la question des rénovations des bâtiments, parfois, on dépense. Voilà, on dépense, c'est pas toujours aussi efficace que ce qu'on voudrait. Peut-être que la qualité des travaux n'est pas au rendez-vous. Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer. Il faut former les artisans, il faut structurer les filières. Donc voilà, sur le bilan, il s'est passé beaucoup de choses. On constate un retard de la France quand même de façon globale. Il y a eu ce plan de relance qui donne de l'espoir, mais qui vraiment demande à être pérennisé. Et là, c'est un gros point d'interrogation. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il faut peut-être... tout comme on a une stratégie budgétaire en France, hein, on se définit chaque année le budget de la France, combien la France va dépenser, etc. Et il y a une programmation pluriannuelle qui est faite. On pense qu'il faudrait une stratégie pluriannuelle des finances climat. C'est-à-dire que l'État s'engage sur plusieurs années, pas seulement 2 ans, à investir sur le climat. Et là, ce serait plus rassurant pour l'effort sur la durée de la France. Moi, je vais m'arrêter là parce que je pense que Olivier et Hermel auront aussi beaucoup à dire sur cette question. Merci beaucoup, Quentin Paré. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Armelle ou Olivier?
On va peut-être laisser Olivier réagir parce qu'il y a un rapport sorti aujourd'hui justement du Haut Conseil le climat sur le plan de relance qui, je pense, est très intéressant justement sur les choix qui peuvent être faits. Merci. Non, mais je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que Quentin a dit. Enfin, il a pointé tous les enjeux liés aux politiques climatiques et à la relance. Ce qu'a dit le Haut Conseil pour le climat dans son document paru aujourd'hui, c'est que nous, on a évalué les dépenses du plan de relance dans la mesure où on savait exactement ce qu'elle recouvrait, ce qui est un petit bémol parce qu'il y en a dont on ne connaît pas encore les mesures d'application. Donc, des fois, vous avez un paquet de 1 ou 2 milliards. Si vous ne savez pas exactement ce qu'il y a dedans, vous ne pourrez pas déterminer si c'est bon pour le climat ou pas avant de le voir en œuvre. Mais en fait, on a essayé de changer un peu le regard habituel, surtout le regard que porte l'État sur sa propre évaluation, et de dire est-ce que cette dépense contribue ou pas à nous amener vers cette décarbonation de l'économie qu'on souhaite. Non pas est-ce qu'elle est écologique, est-ce qu'elle s'inscrit dans un programme vert ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'elle va contribuer concrètement à amener l'économie, n'importe quel secteur d'économie, vers cette décarbonation? Si oui, ben, on la compte effectivement verte. Sinon, ben, on la compte comme normale. Et donc, ce qui est normal, en fait, l'idée, c'est de dire, si on continue normalement, même sans être plus polluant, mais si on continue juste normalement, et ben, en fait, on ne va pas y arriver. On ne va pas arriver à tenir nos engagements. Donc, le normal, c'est pas normal. La continuité, c'est pas normal. Il faut aller plus vite que ça. Et voilà, et c'est un peu le noyau de l'évaluation qu'on a voulu faire, qui a pas, à ma connaissance, qui n'a pas très souvent été faite dans ce sens. Et c'était intéressant. C'était intéressant parce qu'on finalement on trouve à peu près le même montant que celui qu'indique le gouvernement. Donc c'est très bien, ça évite de polémiquer sur les chiffres et ça permet de se concentrer un petit peu plus sur le fond de l'analyse. Mais on a aussi pointé des enjeux qu'a déjà souligné Quentin, c'est-à-dire on a des programmes qui sont lancés sur 2 ans. Et c'est bien, mais en fait, ce qu'il faut viser, là, c'est à structurer les changements de l'économie sur 10 ans. En fait, là, c'est la dernière décennie pour éviter des grosses catastrophes en matière de climat, enfin des grosses augmentations de température. Il y a encore temps de le faire, mais il faut le faire de manière déterminée, résolue. Et il ne faut pas dire, ah bah oui, tiens, je vais faire un petit programme là pour l'année et demie qui vient, jusqu'à la prochaine élection. C'est pas suffisant parce qu'on a besoin de transformations, de changements économiques qui sont tellement importants que les investisseurs, ils ont besoin de se dire, OK, dans 10 ans, cette politique, elle existe toujours et donc je peux me fier, je peux engager mon propre argent, mes actionnaires, chercher à des débouchés en ce sens, parce que dans 10 ans, ce sera toujours une politique valable. Et c'est ça le signal qu'il faut envoyer aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup Olivier Fontan pour cet ajout. Alors, on a aussi parlé durant ce webinaire du COP 21, durant lequel l'accord avait été signé. Et en fait, ces conférences plutôt, il y en a chaque année. La prochaine édition, la 26e édition, se déroulera en Angleterre, à Glasgow, en 2021. Alors, Olivier Fontan, j'aimerais vous demander, depuis la signature de l'accord de Paris en 2015, quel impact en fait ces différentes conférences qui ont suivi ont eu et qu'est-ce qu'on peut aussi attendre de la prochaine conférence, la COP 26? Alors, l'accord de Paris, en fait, c'est un peu comme une constitution, pour résumer. Et quand vous êtes dans un pays que vous créez une constitution, en fait, c'est super, vous avez une constitution, mais vous n'avez rien d'autre pour fonctionner au jour le jour. Après, il faut que vous preniez des lois et puis des règlements pour que les choses deviennent un petit peu plus concrètes. Et avec l'accord de Paris, on avait un peu ce problème, c'est-à-dire qu'on avait un bel accord avec plein de choses dedans, mais il manquait de côté opérationnel. Donc, en fait, les 3 COP suivantes, les 3 années suivantes, ont été utilisées pour, on va dire, déployer l'accord de Paris et les mesures qu'il contenait, et s'accorder sur le sens des mesures. Parce que évidemment, il y avait un risque, et d'ailleurs, ce n'était pas qu'un risque, c'est une réalité, c'est que beaucoup d'États qui avaient peut-être un peu enjoué en 2015 se disaient qu'ils avaient été un peu trop loin avec l'accord de Paris, qu'ils avaient été un petit peu trop pro-climat, on va dire,
allait essayer de revenir sur les mesures d'application pour qu'elles soient le moins ambitieuses possible et qu'on freine l'ambition de l'accord de Paris. Et donc, il fallait un petit peu de vigilance, et puis c'était toujours un combat diplomatique assez fort. Donc voilà, on a passé 3 ans jusqu'à la COP24 qui avait lieu en Pologne, à mettre en œuvre ce qu'on appelait le livret de règles en fait, de l'accord de Paris, ce qui était fait à une exception. Il reste encore un petit point à régler sur les marchés de carbone, mais qui n'est pas très important en quantité, symboliquement, c'est un peu embêtant, mais ça change absolument rien aux capacités de la communauté internationale à faire face au climat. Et en fait, maintenant, objectivement, il y a plus grand-chose à négocier au niveau politique. Il y a toujours des petits détails de mise en œuvre de toutes ces mesures, évidemment, mais il y a plus de grands enjeux à négocier. Maintenant, il faut que les États fassent le boulot. Et il faut qu'ils mettent en œuvre les mécanismes même de l'accord de Paris, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent à revenir les uns devant les autres en expliquant ce qu'ils ont fait de manière la plus transparente possible pour que ça puisse en inspirer d'autres, pour qu'ils puissent rendre compte de leur action et qu'on voit qu'ils sont sérieux dans leur action. Et puis aussi pour multiplier comment dire, les forums d'aide et de transfert de compétences et d'expériences aussi vers les pays en développement qui en ont besoin. Et c'est dans les COP qu'on trouve ça, qu'on trouve ce dialogue du monde pour parvenir à ce progrès. Donc voilà les grands engagements. Après, sur le plan, on va dire, climatique international, on pourrait imaginer d'autres négociations. Il y en a qui proposent d'avoir une négociation sur les énergies fossiles. Il y a des tas d'autres sujets climatiques. Mais dans le strict respect de l'accord de Paris, maintenant, on est vraiment dans la mise en œuvre et c'est ce qui compte, en fait. Merci beaucoup. Alors, il est 19h37, donc je vais accélérer un tout petit peu le webinaire pour ne pas trop prendre votre temps. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de la France et aussi de plusieurs États, et maintenant, en fait, j'aimerais aussi parler vous demander, Armelle Lecomte, quels exemples notables il y a de respect ou même de non-respect de cet accord? Quel pays sort du lot? Quels sont les meilleurs et les pires exemples auxquels on peut penser? Aujourd'hui, il n'y a aucun État, aucun pays qui en fait suffisamment pour être complètement aligné avec l'accord de Paris et notamment cet objectif de limiter la température à 1,5 degrés d'ici la fin du siècle. Après, il y a des États qui, déjà, chacun est dans un contexte différent, avec des moyens financiers, techniques aussi différents. Il y a plusieurs pays qui sont souvent mis en avant pour avoir pris ou être en train de mettre en œuvre des politiques relativement ambitieuses. C'est le cas d'un pays comme le Costa Rica, qui est souvent cité en exemple quand il y a des articles de presse, parce que c'est vrai que c'est des objectifs notamment de déploiement des énergies renouvelables avec des plans d'action assez détaillés par secteur. Alors voilà, certains diront que c'est un État relativement petit et voilà, avec des contraintes différentes certains pays. Mais ça montre aussi quand même une question de choix politique. Il y a des pays aussi qui, notamment l'Espagne en ce moment, qui prend des mesures relativement ambitieuses. Donc, il faudra voir après dans le concret et dans la mise en œuvre, mais qui est en train de faire des choix qui sont particulièrement ambitieux. On voit aussi que certains États sont en train de prendre des engagements qui n'étaient pas forcément attendus. Donc, samedi dernier, pour marquer les 5 ans de l'accord de Paris, il y avait un sommet virtuel d'organiser et une 70 chefs d'État et de gouvernement ont pris la parole. Et le Pakistan, par exemple, a annoncé qu'il ne validerait plus de la construction de nouvelles centrales à charbon, alors que c'est un pays qui dépend quand même encore énormément de cette énergie. Et ça, c'est un engagement qui est fort, parce que, et notamment, c'est aussi des questions des fois un peu de géopolitique, parce qu'il y a un certain nombre de centrales à charbon au Pakistan qui sont construites par la Chine. Et donc voilà, c'est aussi ces enjeux géopolitiques des fois qu'il faut en tout cas prendre en compte. Donc voilà. Après, il y a aussi des engagements récents. Donc le Royaume-Uni qui s'engage à limiter ses émissions, à réduire ses émissions de 68% d'ici 2030. C'est aussi un engagement qui est fort. Donc voilà, souvent on en est encore à des engagements qui sont forts. Certains États sont déjà en train de mettre en œuvre des actions, mais ça reste encore insuffisant. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que certains États peuvent être plus en avance sur certains secteurs, et peut-être que Quentin pourra compléter sur des pays qui sont particulièrement en pointe
sur des secteurs particuliers et qui pourraient aussi servir de modèle à d'autres. Et c'est vrai que c'est là que souvent où ça pêche d'un certain nombre d'États. C'est pour ça qu'il y a par exemple pas mal d'attentes pour la France sur le secteur du secteur automobile, parce que la France a des industries automobiles et donc si des choix étaient faits, ça pourrait aussi avoir comment dire, une espèce d'effet d'entraînement sur d'autres constructeurs dans le monde. Et puis sinon, pour pointer les mauvais élèves, je pense que tout le monde ici probablement les connaît. On sait que même s'ils n'ont pas quitté l'accord de Paris, le Brésil a une politique environnementale aujourd'hui qui est catastrophique depuis l'arrivée de Jair Bolsonaro, en particulier sur les enjeux de déforestation. Effectivement, c'est là où ça rejoint la question de la contrainte, finalement, comme il n'y a pas ces mécanismes de sanction, bien même en restant dans l'accord de Paris, on peut avoir des politiques menées qui sont malheureusement complètement incompatibles. Je nuancerai un peu sur les États-Unis, puisque effectivement, au niveau fédéral, il y a eu un vrai... voilà, la politique environnementale menée par Obama a été détricotée depuis 4 ans, mais il y a quand même beaucoup d'actions menées au niveau des États, parce que c'est un État fédéral. Donc après, chaque État peut mettre en œuvre aussi des politiques ambitieuses. Donc voilà, donc tout n'est pas noir, tout n'est pas évidemment à jeter, mais c'est vrai que la société civile continue à pousser parce que, comme on le dit, on a 10 ans devant nous pour prendre des mesures d'importance et surtout qui vont vraiment être transformatrices. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus se contenter de ce qu'on appelle maintenant voilà, la politique des petits pas. On a besoin que ce soit des mesures qui envoient des signaux sur le long terme, au moins le moyen terme, on va dire 2030, et le plus long terme, y compris pour le secteur privé, en fait. Et c'est là, en fait, où on attend aussi les États pour davantage de régulation, pour justement embarquer ce secteur privé qui, certes, peut petit à petit, il y a des progrès énormes qui ont été faits. Si on compare avec il y a 20 ans, mais même il y a 10 ans, le secteur privé, maintenant, il n'y a pas un PDG maintenant qui ne va pas dire que le changement climatique est un problème et qu'il faut s'en saisir. Après, la réalité des engagements de grandes multinationales pêche encore. Mais c'est pour ça qu'il y a des attentes aussi sur ces enjeux-là, parce que c'est tout ce modèle économique aujourd'hui qui n'est pas satisfaisant. Et c'est pour ça que, eh bien, on pousse pour qu'il y ait plus de mesures qui s'inscrivent vraiment dans la durée. Donc, c'est bien d'avoir cet horizon long terme. Donc, la neutralité carbone à 2050, c'est bien, c'est ce cap lointain. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est vraiment la mise en œuvre, en fait, et de dire comment on va y arriver et d'avoir des plans d'action à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, et qui soient vraiment pensés. Et aujourd'hui, malheureusement, les politiques, elles sont encore trop dans le court terme, dans la prochaine élection. Et c'est ça dont on souffre aujourd'hui, parce qu'on a besoin de cet horizon de moyen terme. D'accord. Merci beaucoup, Armelle Lecomte, pour cette très belle réponse. Alors, c'est vrai que dans ce webinaire, on a beaucoup parlé d'États et de pays. Mais on sait aussi que c'est cette question de changement climatique, c'est quelque chose qui concerne et qui occupe l'attention des citoyens. Ça se voit et effectivement, Olivier Fontan, quand vous avez parlé des contraintes, vous avez déjà commencé à parler de la mobilisation citoyenne. Et j'aimerais vous adresser à Armelle Lecomte la question suivante, c'est on a vu un vrai renouveau de la mobilisation citoyenne ces derniers temps et quel impact ça a sur le tout? C'est vrai qu'il y a ça fait déjà voilà, plusieurs décennies qu'il y a une prise de conscience et ça se voyait déjà au moment de la COP21 et malheureusement le contexte en France avec les attentats avait fait qu'il n'y avait pas pu avoir, c'était en préparation, mais de fortes mobilisations, mais c'était déjà voilà, des gens un peu du monde entier devaient venir et notamment d'Europe pour le montrer et c'est vrai que ça n'a pas été possible. Mais depuis, en fait, c'est vrai que cette mobilisation, elle s'est renforcée un peu partout. Les citoyens dans le monde, les citoyens, en fait, comme on le disait au début du webinaire, se sentent de plus en plus concernés, voient aussi les impacts sur le pas de leur porte, on pourrait dire, et donc s'en inquiètent.
Et puis, c'est vrai qu'il y a eu une mobilisation, on va dire, vraiment renouvelée de la jeunesse suite à l'appel de Greta Thunberg en 2018, qui a vraiment eu un très fort écho avec cet appel à la grève tous les vendredis qui continue. Il y a eu des campagnes aussi notamment en France, pour qu'il y ait un meilleur enseignement de ces enjeux environnementaux et climatiques dans l'enseignement secondaire, mais aussi dans l'enseignement supérieur. C'est vraiment quelque chose aussi qu'on entend de la jeunesse qui s'inquiète que quand on parle de 2030, 2050, pour un certain nombre de nos dirigeants politiques, ils seront plus là en fait pour le voir. Alors que quand on a 15 ans, quand on a 20 ans, et ben ce sera notre vie en 2040, en 2050. Et donc c'est vrai que ça a vraiment, je pense vraiment touché une corde sensible et ça a permis des mobilisations importantes de citoyens. Il y a eu en France en mars 2019 la marche du siècle, qui a réuni plus de 350 000 personnes en France et qui montre qu'il y a cette sensibilisation, qu'il y a cette envie d'action et il y a énormément de sondages qui sortent très régulièrement et qui nous montrent que en fait, les citoyens sont prêts à condition que cette transition elle se fasse aussi dans un esprit de justice et que chacun contribue à hauteur de ses moyens. Et que tout le monde soit embarqué. Et ça, je pense que c'est aussi un des enseignements du mouvement des Gilets jaunes, c'est de se dire que si ce n'est pas fait en pensant aux impacts pour les gens qui ont moins de moyens financiers. On ne peut pas dire aux gens, vous allez vous acheter une voiture électrique quand pour le premier modèle est à 30 ou 40 000 euros, ou de taxer sans penser derrière aux conséquences financières pour les ménages les plus pauvres. Et donc ça aussi, c'est des enjeux qui sont de mieux en mieux appréhendés. Et finalement, des fois, les politiques, y compris en France, ont tendance à se cacher derrière ça en disant non, vous voyez, les Français ne sont pas prêts et donc à ne pas agir, en disant il faut embarquer tout le monde et donc prenons notre temps. Et en fait, ce que je pense qu'on a besoin, c'est d'une vision et les gens ils sont prêts à adhérer à ça. Et donc il faut pouvoir y répondre et s'appuyer. Et Olivier Fontan le disait très bien, c'est une contrainte. Et un certain nombre d'élections, que ce soit les élections municipales en France, les élections européennes dans d'autres pays, ont vu la percée de mouvements, de programmes qui portent ces enjeux. Et donc c'est ça aussi, c'est ce pouvoir des citoyens que on chérit beaucoup à Oxfam France, qui peut aussi faire la différence dans les années à venir. Merci Armelle Fontan. Alors, on touche à la dernière question de ce webinaire que je vais vous adresser à vous, Monsieur Olivier Fontan. Alors, c'est vrai que cette année, elle a été vraiment marquée, bien évidemment, par la Covid-19, la pandémie. Et d'ailleurs, le COP de cette année a été annulé justement à cause des restrictions sanitaires. Quelque chose qui est quand même ressorti de cette crise, c'est une plus grande prise de conscience collective. Alors, j'aimerais vous demander, Olivier Fontan, quel impact en fait sur les politiques climatiques cette prise de conscience a là ou peut-elle avoir? Alors, votre micro est encore en muet. Désolé. Je disais, c'est une question un peu complexe parce que c'est un peu tôt pour répondre en termes d'impact. Les leçons qu'on peut retenir du Covid sur l'impact du Covid sur le climat, c'est d'abord des leçons un peu structurelles, c'est que il faut être un petit peu plus attentif aux signaux de grande crise, donc renforcer nos systèmes d'alerte précoce parce que voilà, l'épidémie de Covid, il y a eu des signaux d'abord faibles et puis plus forts et on a mis un petit peu de temps avant de les intégrer et de réagir. Dans une autre proportion temporelle, parce que le climat va plus lentement, on en est quand même un petit peu au même point. C'est-à-dire qu'on a des scientifiques qui nous alertent depuis des années et des années que ça commence à être gênant, ça va de plus en plus mal, ça commence à devenir catastrophique, et on a des sociétés, des gouvernements qui ont mis beaucoup de temps à réfléchir. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il faut renforcer absolument la lutte contre les vulnérabilités des populations, parce que quand une crise arrive,
et que ce soit un événement extrême climatique, que ce soit des températures augmentées ou que ce soit une pandémie, on s'aperçoit que ce sont les plus faibles et les plus fragiles qui en souffrent le plus. Et c'était très clair, notamment pendant le premier confinement en France, où ceux qui étaient les plus mal logés, les plus mal employés, etc., se retrouver dans des situations beaucoup plus compliquées. Et ce sera exactement la même chose avec le changement climatique quand on vivra dans un pays où l'été, on aura des points de température à plus de 50 degrés. Ce sera aussi ceux qui seront avec les emplois les plus précaires, les plus exposés, ceux qui seront les plus mal logés, ceux qui pourront le moins se déplacer, qui en souffriront le plus. Donc ça, c'est une leçon importante à retenir de l'épidémie. Après, en termes purement quantitatifs, on va dire quel est l'impact de la pandémie sur les émissions. Évidemment, on va avoir une baisse des émissions mondiales et puis nationales aussi, comme sans précédent au niveau historique. On parle de moins 7% dans le monde en 2020. C'est bien plus que l'ensemble, que ce qu'on a connu lors des chocs pétroliers, voire des guerres, etc. Ça, c'est le premier point, avec une baisse, je crois, record au mois d'avril 2020, qui était de 17% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, le deuxième volet, c'est que, évidemment, ce n'est pas la solution. Le confinement, la pandémie, ce n'est pas la solution à la crise climatique, vu les impacts que ça a sur la société, sur la santé physique, mentale, sur l'état de l'économie. Il y a des solutions pour résoudre cette crise climatique qui ne requiert pas de s'enfermer chez soi et d'arrêter la moitié de l'économie aussi brutalement. Donc, ces solutions temporaires et non structurelles ne sont évidemment pas des réponses au changement climatique. Donc, quand on voit des gens un petit peu contents d'eux-mêmes qui disent regardez, pour réduire vos émissions, il faudrait qu'on ait 4 pandémies par an. Non, c'est stupide. En fait, c'est vraiment un argument à la con, si vous me passez l'expression. On peut pas se réfugier derrière ça. Il y a des efforts à faire, mais ils sont pas c'est pas des efforts aussi brutaux. Et donc l'enjeu, et j'arrêterai là, c'est ce dont on vient de discuter là, c'est que la sortie de crise. Alors on pensait que la sortie de crise ce serait après l'été, et puis finalement, avec deuxième, et puis éventuellement troisième vague, et puis en attendant qu'on parle d'une quatrième, la sortie de crise, elle se fait un peu attendre, ou alors il va y en avoir plusieurs. Mais c'est d'avoir des plans de relance, des plans de reprise qui soient verts, c'est-à-dire que si on remet l'argent dans l'économie, si on redéfinit des choses, autant le faire en accord avec le climat. Nous, ce qu'on a montré au sein au Conseil pour le climat, dans le rapport annuel qui est paru en juillet, c'est qu'on a repris des tas d'études, des tas de papiers qui sont faits depuis la crise financière de 2008, qui montrent qu'il y a des tas de solutions qui, à la fois, sont bonnes pour le climat, sont bonnes pour l'emploi et sont bonnes aussi pour la santé, accessoirement. Donc, on sait comment faire. En fait, c'est pas un enjeu. Après, c'est l'enjeu de vouloir le faire. C'est un enjeu éventuellement d'intérêt économique, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Et c'est un enjeu de courage politique, mais on sait comment sortir de ça, la tête haute et avec un petit peu plus d'air frais. Merci Olivier Fantan. Donc, alors, au vu de l'heure, je pense que malheureusement, on ne va pas pouvoir traiter les questions de l'audience. Mais il faut dire quand même que vos interventions à tous ont été vraiment très larges et très complètes, très riches. Ça a permis d'éclaircir beaucoup de points. Et on aura aussi l'occasion d'en parler dans d'autres webinaires si on veut approfondir certains points. En plus, la question climatique, c'est vrai qu'elle est vraiment vaste. Donc, je vais clôturer ce webinaire. En commençant d'abord par vous remercier, vous d'avoir participé, d'avoir offert vos réponses vraiment très riches, et je pense qu'on peut tous repartir ce soir avec plus d'informations, plus de connaissances. Un petit rappel que ce webinaire a été enregistré, donc pour notre audience, si vous voulez revisionner, vous pouvez retrouver la vidéo d'ici peu sur notre chaîne YouTube, celle de Oxfam France. Pour clôturer, Hermel Lecomte, est-ce que vous voulez quand même faire un petit mot de la fin que vous souhaiterez apporter à notre audience? Aussi remercier encore Olivier Fontan et Quentin Perrier pour leur disponibilité ce soir. Et c'est vrai que c'était des échanges intéressants. Et je pense que ça a été très apprécié de tout le programme Jeune parce que c'est des enjeux complexes, beaucoup d'interactions. Et je pense qu'on a... j'espère essayer de balayer le plus possible. Et c'est vrai qu'on est désolé de ne pas avoir plus de temps pour les questions, mais on en est voilà, l'année 2021 sera, j'espère,
moins difficile que celle de 2020, qu'on pourra faire des événements en physique aussi, qui permettent des interactions quand même beaucoup plus facilement. Et puis aussi de dire, effectivement, on l'a dit, la mobilisation citoyenne, elle est cruciale aujourd'hui si on veut faire bouger les gouvernements. Et donc, d'encourager tous nos spectateurs, spectatrices aujourd'hui à se renseigner. Et puis, je suis sûre que beaucoup d'entre vous savent que l'année prochaine, il y aura le vote d'une loi issue des propositions de la Convention citoyenne, et que si on veut que cette loi soit ambitieuse, il ne faudra pas hésiter à toquer à la porte de votre député, de faire remonter ce que vous voulez y voir, pour que la pression elle soit maximale, parce que ça va être une loi structurante pour ce quinquennat, et donc il ne faut pas se louper. Et aujourd'hui, malheureusement, les voyants ils sont loin d'être ouverts, et donc on a besoin aussi de chacun pour mettre cette pression. Voilà, donc ce serait un petit appel à la mobilisation sur ce sujet en 2021. Merci Armelle. Et en tout cas, effectivement, je vous remercie encore une fois de la part d'Oxfam France, mais aussi de la part du programme Jeunes, Armelle Lecomte, Olivier Fontan et Quentin Perrier, d'avoir été là. Je pense qu'on peut terminer le webinaire sur ces belles paroles. Et je vous souhaite à tous, aussi à notre audience, merci d'avoir été là, une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.